Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo d'anthropologie. Nous allons parler de Néandertal, cette espèce qui a vécu, qui a cohabité avec la nôtre il y a maintenant bien longtemps. Euh, des dernières recherches ADN, etc., etc., euh, nous permettent aujourd'hui de mieux le connaître. Donc c'est un peu de lui qu'on va parler, et bien sûr, à travers de lui, nous allons parler bien évidemment de nous, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Alors, juste avant d'aborder un parent d'une espèce disparue, car il y a eu jusqu'à 6 à 7 espèces qui ont vécu sur Terre en même temps, hein. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, a existé. C'était juste un petit peu différent. Alors avant, je vais me permettre 2-3 apartés, parce que nous vivons une époque incroyable, comme vous le savez. C'est exceptionnel. Et là, je rebondis sur une vidéo que j'ai vue sur Légende, hein, vous savez, cette chaîne très connue, qui a des bons entretiens, des bons sujets. Et là, je regardais l'entretien avec notre ministre des Armées. Et je l'ai apostrophé sur X, j'ai répondu parce qu'en fait, ce qu'il dit, il est assez intéressant, hein, je dois dire. J'étais agréablement surpris, on va dire. Euh, donc, bon, voilà ce que je lui dis. Bon, excellente émission. Et vous prenez souvent en exemple le général de Gaulle et vous parlez de souveraineté. Bien, c'est excellent, mais pour cela, il faudrait que la France redevienne la troisième voie qu'elle fut, hein. Allez voir mes vidéos sur le sujet. Nous sommes ni russes, ni américains, nous sommes juste français dans la voie juste, celle de la troisième voie. Nous avons plus de liens géopolitiques avec l'Algérie, d'où il faut chasser les Russes, hein, à tout prix, qu'avec, par exemple, les pays baltes. Les pays baltes, eux, ils peuvent bien se débrouiller seuls avec les Russes. On a aucun lien avec eux, réellement. Euh, Par contre, pas touche aux Polonais. Là, on est tous d'accord. Grand peuple. Et je pense pas que les Russes aient une perspective contre la Pologne. Les Polonais, peut-être contre les Russes d'ailleurs, hein. Et après, ce que je dis à ce ministre, c'est que les casques à pointre, nos chers cousins germains, qui démantèlent notre puissance nucléaire depuis maintenant quelques décennies, 30-40 ans, sont, comme tout le monde le sait, un proxy de la CIA contre la France. L'Europe de la défense n'existe pas. Les Polonais ou les Allemands ont-ils acheté des Rafales? Non. Il faut donc, en conclusion, ce que je dis au ministre, sortir de l'OTAN, d'ailleurs, qui va se exploser de l'intérieur, de l'euro, le système monétaire qui a été conçu plus pour l'Allemagne que pour la France, et de l'Union européenne, cette machine infernale créée par la CIA pour nous diviser éternellement, hein. Depuis, ça, allez voir encore mes vidéos sur le sujet, depuis que les Anglais ont décidé que le couple franco-allemand n'existerait jamais. Là, je parle de De Gaulle et d'Adenauer, bien évidemment. Il faut donc profiter de la conjonction actuelle pour créer l'Europe de Charlemagne. Ça veut dire sortir de cette machine infernale aux mains de lobbies qu'on ne saurait nommer, et recréer l'Europe de Charlemagne, c'est-à-dire une alliance entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Moi, je dirais même l'Italie du Nord, mais bon, on va dire l'Italie. Et à ce moment-là, cette alliance, cette coopération, cette entente entre trois nations européennes qui ont fondé l'Europe, euh, bon, on va dire l'Europe occidentale, si vous voulez, euh, deviendrait la première puissance mondiale, euh, f- économique, militaire, scientifique, tout ce que vous voulez. Et dans une troisième voie, nous tiendrons fermement tête aux nations, aux empires impérialistes qui sont l'Amérique, la Russie, la Chine, Israël et la Turquie. Ils n'auront qu'à bien se tenir.
Bon, voilà un petit peu ce que je voulais dire, et ensuite, je profite de cette petite aparté, mais qui a des liens, vous verrez par la suite. Je profite de cette petite aparté pour, vous dire une autre pensée, partager une autre pensée, d'un message toujours sur X, qui était celui-là si ma mémoire, de Laurent Ozon ou de Slobodan Despot, je sais plus, mais je crois que c'est Laurent Ozon, qui parlait, heu, que les Américains sont créatifs et cetera, malgré le fait que ça soit un pays corrompu, le pays le plus corrompu au monde et cetera. Mais bon, il y a quand même une certaine admiration pour eux, cet esprit de liberté. Et là, je dis tout simplement, je rappelle un fait et je ferai le lien en conclusion, si vous voulez. Les Américains sont juste restés des individus fondamentalement libres, issus du dernier sursaut des hommes libres et armés, les hommes des assemblées du Ting, c'est-à-dire les Nordiques, hein, ça, je parle de l'ère viking, et de la révolution protestante qui a permis à ces gens-là, si vous voulez, ces colons politiques, parce que c'était des colons politiques, la religion, je la mets là dans le politique, qui ont créé et écrit cette magnifique constitution américaine que nous admirons tous, qui ont fui l'Europe de la social-démocratie féodale gauchiste. Alors, entendez bien ce que je vais décrire ici. L'Europe, depuis que les assemblées des teens, des hommes libres, a disparu, est devenu un système hiérarchique de liens privés entre le producteur, c'est-à-dire la majorité, nous, physiquement et intellectuellement désarmés, ce que nous sommes devenus, face à son maître armé de ses gendarmes, c'est-à-dire les dominants. La corruption, parce qu'on parlait de corruption aux États-Unis, fut en grande partie diffusée par des migrations ultérieures économiques et non plus politiques ou religieuses, migrations économiques des Irlandais, des Juifs hongrois et des Italiens. C'est eux qui ont amené dans leur bagage les systèmes mafieux, la corruption, etc. Parce que les premiers colons étaient des purs, on va dire, entre guillemets. Voilà un petit peu pour cet aparté. Alors maintenant, on va retourner avec notre ami Néandertal. Hein, vous voyez, je vais parler de Néandertal. Donc là, la reconstitution que vous avez au milieu, c'est celle de la chapelle aux saints. C'est une très belle image. Hem, des dernières, enfin, de l'état de l'art, un petit peu de comment était physiquement Néandertal. Donc, il était plutôt blanc de peau, avec sans doute des yeux plutôt clairs et des cheveux pardon, plutôt clairs. Il était de stature physique extrêmement fort, musclé, et la particularité dans cette espèce, c'est que la femme et l'homme avaient presque les mêmes tailles et que la femme participait aux chasses du gros gibier et donc elle se mettait en danger. Ce qui est un point assez particulier parce que chez Cro-Magnon, c'est pas le cas. Alors, avant de rentrer un petit peu dans les sujets, je vais refaire un petit point sur la famille, entre guillemets, des espèces humaines qu'il y a eu sur notre planète. Alors, nous appartenons tous à un groupe qui s'appelle les hominidés. Ce groupe large, hein, inclut les homininés, d'accord? Les homininés, c'est, on va dire, par exemple, Toumaï, hein, qu'on a découvert en Afrique il y a 7 millions d'années. Alors c'est plus des singes, mais qui ont la capacité déjà de marcher à 2 pattes. Par exemple, Ardipithecus, Hardy, c'est 4 millions d'années, ça c'est des branches. Dans cette sous-famille, vous avez les gorillini, donc les orang-outans qui se sont séparés il y a très longtemps de nous, hein, très très longtemps. Et vous avez les hominini, ça c'est nous, nous faisons partie des hominini, et dans lequel il y a les pagnas, c'est-à-dire les chimpanzés, les bonobos, nos cousins, hein. Voilà. Et dans ce groupe-là, il y a les hominina ou les hominines, le genre Homo. Là, il y a toute la famille. D'accord? Alors, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que je remonte en haut, dans le groupe des hominidés, d'accord, nos ancêtres les plus lointains, l'individu qu'on a découvert
à ce jour, parce que l'archéologie, enfin l'anthropologie, l'archéologie, etc., est liée à des découvertes, c'est pas une science en dur. Vous avez Grecopithecus. Grecopithecus, c'est 7,2 millions d'années. C'est en Europe, donc entre la Grèce, vers la Grèce, la Bulgarie, etc., la Turquie, un peu dans cette zone-là, donc en Europe. Euh, c'est l'individu le plus ancien. Donc plus ancien que les individus en Afrique. Ok, donc il y aurait plutôt eu un out of Europa plutôt qu'un out of Africa. Mais bon, je continue. Donc en fait, dans les hominina ou les hominines, nous, le genre Homo, vous avez les Australopithecus, donc Lucie, hein, Australopithecus, c'est 3 millions d'années. Vous avez Indopithecus, ça c'est une espèce qu'on a découverte en Inde, hein, sur le plateau, enfin au sud du plateau himalayen. Vous avez le, Paranthropus, crâne noir, pareil. Homo erectus, alors Homo erectus, on suppose que c'est notre ancêtre, hein. Et vous avez un cas particulier dont je parlerai après, c'est, Naledi, l'homme de Naledi, c'est un Australopithecus qui a vécu en Afrique du Sud à 300 000 ans, c'est-à-dire en même temps que Homo sapiens et qui s'est peut-être hybridé. Et ensuite vous avez Homo, heidelbergensis, qui est là du coup l'ancêtre de Néandertal, on suppose, hein, et ensuite vous avez Homo rhodesiensis qui voit la famille des Homo sapiens. Alors là, il faut rappeler que les Homo sapiens les plus anciens découverts sont au Maroc et non pas dans l'Afrique de l'Est. Donc en fait, les Homo sapiens qui seraient nos ancêtres, hein, viendraient du Maroc actuel. À l'époque, il n'y avait pas de Maroc, bien évidemment. Bon, voilà un petit peu pour ce rappel. Sur le sujet, j'avais fait une vidéo assez complète des hommes, celle-ci là, les hommes des forêts, des steppes et des bateaux. Je vous invite à la voir en complément, c'est intéressant, hein. Voilà. Donc alors maintenant, heu, je rappelle que je m'inspire ici des travaux de beaucoup de chercheurs, de scientifiques, mais entre autres, de ceux de, bien évidemment, Jean-Jacques Hublin, qui avait fait cette première entre guillemets de Nature en 1960 et quelques, 1996 pardon, monsieur Jean-Jacques Hublin, vous êtes pas aussi vieux, en 96 où justement on disait déjà que, Néandertal n'était pas ce demeuré qu'on a souvent, considéré, mais un être raffiné, avec des sentiments, artistiques profonds, et qui a fait de l'art et qui avait sans doute une parole. Il parlait, peut-être pas, aussi bien que, de manière grammaticalement, le futur, le passé, il devait peut-être que penser au présent, mais on ne sait pas, hein, en réalité, on ne sait pas trop. Donc en fait, Néandertal, n'est pas du tout cet être, stupide qu'on veut bien nous faire penser, c'est au contraire quelqu'un de, extrêmement intéressant. Alors voilà un petit peu ce qu'on suppose, c'est toujours pareil, hein, on est pour des raisons sans doute, d'ADN, mais aussi politiques, le berceau est quand même l'Afrique, je rappelle plutôt le Maroc d'ailleurs pour, Homo sapiens, mais enfin toujours est-il. Voilà, donc vous voyez, c'est Homo heidelbergensis, hein, voilà, que vous voyez ici vers l'Europe, enfin en haut, qui serait sorti d'Afrique, voilà. Il y a son cousin, le Denisovan, l'homme de Denisova qui est parti plutôt vers l'Asie et ensuite Néandertal, qui a navigué entre l'Occident et l'Asie centrale, hein, avec son cousin, l'homme de Denisova. Bon, voilà un petit peu le schéma, on va dire, qu'on suppose, hein, parce que franchement, tout ça, c'est extrêmement compliqué de savoir. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, Homo sapiens, d'accord, Homo sapiens, nous sommes, les descendants donc de ces personnes, de ces crânes, de ces restes qu'on a trouvés au Maroc plutôt, et on s'est diffusé dans l'Europe, et on a grand remplacé, Néandertal. Mais on sait aujourd'hui qu'on s'est mélangé avec Néandertal, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais on a, nous, Européens, 2, 4, 5% de Néandertaliens. Les Asiatiques ont à peu près pareil pour l'homme de Denisova. Les Homo sapiens restés les plus purs, ce sont les Africains subsahariens, même s'il y a eu quelques retours en Afrique, il y a un petit peu d'ADN néandertalien. Mais toujours est-il, l'homme moderne, nous, nous avons 3 foyers, hein, je le rappelle.
3 foyers un peu distincts. Donc ça, il y a le chasseur-cueilleur occidental, donc le western hunter, que vous voyez au centre de l'Europe, en Allemagne. Donc ça, c'est une peau plutôt noire, enfin noire, attends, pas c'est pas un Congolais non plus, hein, mais une peau plutôt foncée et des yeux bleus, qui seraient apparus à cette époque-là, Cro-Magnon, hein, et des cheveux plutôt noirs foncés. La peau Ensuite, il y a un 2e foyer, c'est, le foyer turc, hein, l'Anatolie, bien évidemment. Ce sont les agriculteurs, hein, et cetera. Heu, Plutôt aussi, pareil, un peu brun, mais les yeux plutôt bruns, et les cheveux plutôt bruns aussi, hein, et une peau, intermédiaire. Et ensuite, vous avez, en Asie, les anciens, North Eurasian, les ANE. Donc, ici, au-dessus de ma tête, là, ici en Sibérie, eux, des yeux de couleur variable, mais des cheveux plutôt blonds, enfin clairs, d'accord? Avec, une teinte de peau aussi, enfin, c'est surtout les cheveux, d'accord? Et la peau peut-être aussi un petit peu plus claire. Donc ça, c'est les 3 foyers qui se sont mélangés et qui ont créé l'homme moderne, avec des cas particuliers, par exemple les Basques, à l'époque de Cro-Magnon, le rhésus négatif, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup le rhésus négatif est apparu, mais en tout cas il existe, c'est typiquement européen. Chez aucun primate il y a un rhésus négatif, donc beaucoup d'Européens ont ce rhésus négatif. Bon, voilà un petit peu. Alors bien évidemment, les Européens occidentaux, mais un peu partout d'ailleurs, entre toute l'Europe, hein, se sont mélangés avec Néandertal, hein. On sait aujourd'hui que Néandertal était très peu présent, hein. Il y avait quelques, peut-être, dans toute cette région, on parle de 10 000 Néandertaliens, c'est extrêmement peu. Enfin bon, toujours est-il, toujours pareil, on ne sait pas exactement, mais voilà. Ça, c'est le cueilleur-chasseur, enfin le chasseur-cueilleur plutôt, européen de l'Ouest, vous voyez, plutôt la peau mate, les yeux plutôt clair bleu, voilà, ça c'est Cro-Magnon, on va dire, hein, et alors je vous remontre l'homme de Néandertal, vous voyez, il est beaucoup plus clair, les cheveux clair blond, les yeux bleus, plutôt clairs. Vous voyez? Donc en fait, comme on s'est hybridé avec lui, il y a eu sans doute eu une influence, hein. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Néandertal s'est séparé, c'est toujours pareil, c'est des théories, hein, se serait séparé de Homo sapiens, hein, notre ancêtre commun, il y a 700-800 000 ans. D'accord? Donc en fait, c'est assez court et il a vraiment changé. Alors c'est pour ça qu'on peut se poser la question, parce qu'il est très différent. L'ossement est différent, le squelette est différent, la taille du cerveau est plus grande. Il a vraiment des traits particuliers, très différents de d'Homo sapiens. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus musclé. En fait, s'il y avait un Homo sapiens et un Néandertal qui devaient se battre, Homo sapiens se fait éclater la gueule, même par une femme. Donc voilà, il y a des traits particuliers très différents, et pourtant, il y a que 700 000 ans qui les séparent. Ce qui est rien, 700-800 000 ans, c'est rien, rien du tout. Donc bon, toujours est-il, peut-être qu'on découvrira un autre ossement un autre jour, qui nous dira le contraire, enfin, qui nous racontera peut-être une autre histoire. Donc c'est toujours un peu la même chose. On est très loin de tout pouvoir comprendre. Toujours est-il que ce personnage, c'est notre ancêtre, hein, pour nous Européens, car nous sommes 4-5 d'ADN néandertalien. Cet ancêtre euh, a commis de l'art. C'était un artiste. Il parlait, il avait une sensibilité artistique et il a fait des choses extraordinaires. Il y a 2 lieux un petit peu emblématiques. Il y a la grotte de Las Pasiega en Espagne et la grotte de Bruniquel en France. Alors la grotte de Bruniquel en France, on va commencer par celle-ci, elle est tout simplement, juste incroyable. Elle date d'il y a 176 000 ans, en gros, d'accord? Soit, on va dire à la louche, 130 000 ans avant l'arrivée de l'homme moderne. Dans cette grotte, assez profonde, vous voyez, il y a des stalactites, stalagmites, je sais jamais la différence des 2, qui sont mis en cercle. Il y a une mise en scène et c'est Néandertal qui l'a fait. C'est sans doute un lieu magique, peut-être il enterrait ses morts, un lieu de magie, de religion, de vie après la mort. Voilà, 176 000 ans, mes amis, donc ça rigole pas. Et ensuite,
vous avez donc cette grotte en Espagne où là on parle de 65 000 ans, donc soit 20 000 ans avant l'arrivée des hommes modernes. Et là, pareil, on a des dessins, c'est un peu figuratif, mais voilà. Donc il y a des traces. Néandertal était lui aussi un artiste. Il avait sans doute la parole, il pouvait sans doute parler, s'exprimer, etc. Mais comme Jean-Jacques Hublin l'explique et d'autres, Néandertal allait à la chasse aux gros mammifères, hommes et femmes. Donc il y avait pas il y avait moins de coopération sociale que chez l'homme moderne, où la femme reste avec les enfants, enfin tout le moins une des femmes, les grands-mères gardent des enfants. La société est plus spécialisée. Néandertal était plus transversal, femmes, hommes avaient presque la même stature, etc. Donc c'est peut-être un des points particuliers qui a aussi fait que l'homme de Néandertal s'est peut-être a disparu. Alors, c'est toujours très intéressant parce que, on va parler maintenant un peu plus de la fin de Néandertal. On sait bien évidemment très peu de choses, mais avant, je vais juste faire petite, parenthèse intéressante. Je vous ai dit qu'il y a eu 6 à 7, 8 espèces qui ont cohabité sur Terre en même temps, et il y a, en Inde, vous savez, il y a une légende intéressante qui nous dit qu'on parle d'Hanuman. Hanuman, c'est vous voyez, c'est ce que vous avez là-haut, c'est un dieu homme-singe, mais certains chercheurs indiens pensent qu'en réalité, quand dans les Védas, quand on parlait de ces histoires, de ces alliances, on parlait d'hommes plutôt archaïques, donc un peu type Homo erectus, donc un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, l'homme de Naledi, qui a vécu il y a 300 000 ans en Afrique du Sud, donc en même temps que nous. Ben, peut-être qu'en Inde c'est pareil, et qu'en réalité ces légendes védiques avec Hanuman étaient plutôt un homme archaïque, une sorte d'Australopithecus, comme vous voyez ici, et ce qui aurait fait des et qui arrivait à s'exprimer, d'accord? Ce qu'il faut bien comprendre quand il y a eu plusieurs espèces. L'homme de Flores en Malaisie, je crois, ou Indonésie, je sais plus, il était tout petit, il avait un tout petit cerveau. Lui aussi, l'homme de Naledi, il a un petit cerveau. Mais ça ne veut pas dire qu'il est complètement demeuré, mais il est quand même il a des si vous voulez, la révolution cognitive qu'a eu, Cro-Magnon donc au Maroc, il y a 300 000 ans, parce qu'à partir de là qu'il a commencé à vraiment avoir un cerveau très développé, ou avant Néandertal ou Denisova. Bah, lui, l'homme ici présent de, Naledi ou, un Homo erectus en Inde qui aurait pu être, cet Hanuman, comme vous voyez ici. Je vais vous montrer maintenant quelques crânes ici. Hop, je me baisse, vous voyez? Homo habilis, donc un peu, l'homme évolué. Homo erectus, c'est sans doute un peu notre ancêtre, et vous voyez les faces. Voilà, ce qui caractérise l'homme humain, l'homme moderne, c'est la face, hein. On n'a pas une mâchoire, qui va de l'avant comme un chien ou un autre, voilà. Et là, vous voyez, je vais me pousser. Voilà, ça c'est, l'homme de Naledi. Donc lui, il a vraiment quand même, une face plutôt Homo erectus. Et je vais vous montrer ici son crâne de manière différente. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il a vraiment une face, un peu, allongée, donc un Homo erectus. Lui a vécu avec nous, avec les ancêtres des Africains, en Afrique il y a 300 000 ans. Il aurait pu s'hybrider également avec Homo sapiens, comme Néandertal l'a fait en Europe. Bon voilà, je ferme cette parenthèse intéressante, et on va reprendre sur la disparition de, notre cousin, Néandertal. Pourquoi il a disparu? Alors ça, c'est très intéressant, et là, je pense que c'est quelque chose que vous avez, sans doute jamais entendu parler. La fin de Néandertal, un problème de taille de testicules et de pénis. C'est lié à la compétition sexuelle. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, la taille des organes reproducteurs chez les hommes et les singes, on va dire chez les primates, elle est variable. Elle est variable, et maintenant on sait à peu près pourquoi et comment, etc. Donc en fait, l'anthropologue qui a étudié ces relations de taille d'organes reproducteurs chez les primates et la compétition sexuelle, il s'appelle Darren Kurnow. Alors bon, je prononce peut-être mal. C'est une université de New South Wales à Sydney en Australie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, par exemple, lorsqu'il n'y a pas ou peu de compétition sexuelle, donc on prend le cas du gorille, hein, le gorille a le dos argenté, lui règne sur un harem, il n'a pas de compétiteur, d'accord?
Donc, il n'a pas besoin d'avoir un organe, sexuel très développé, parce que les femelles ne se reproduisent qu'avec lui. Si un autre gorille vient, il se lève et il lui éclate la gueule. Et ben, c'était pareil chez Néandertal. Néandertal, on le sait maintenant par la génétique et l'ADN, heu, se reproduisait peu et en fait n'avait pas de compétition sexuelle. Il y avait sans doute des mâles dominants et donc des organes et des testicules peut-être de moindre taille, que celles d'Homo sapiens. Maintenant Homo sapiens, comme chez les singes, chimpanzés, les femelles, enfin là, il y a une énorme compétition sexuelle parce qu'il y a pas vraiment de un chef, dominant, donc il y a plusieurs mâles et cetera et des femelles qui enfin tout le monde s'accouple un peu avec c'est la partouze quoi, en gros, hein. Dans l'extrême, opposé, il y a les bonobos. Donc en fait, c'est un peu la partouze générale et donc du coup, il y a une très forte compétition sexuelle et là donc les mâles ont développé des organes sexuels plus grands, pour, pouvoir gratter, si vous voulez, retirer les spermes de ses concurrents lors de la pénétration, et également éjaculer plus pour pouvoir donner plus de chances à ces gènes d'être, les gènes reproducteurs. Et ça, dans tous les animaux où il y a une forte compétition sexuelle à la partouze, générale, où les femelles s'accouplent avec différents mâles, et ben, ça a été l'invention de la nature, c'est-à-dire l'agrandissement du pénis, voilà. Et donc, si vous voulez, ça, c'est un trait culturel qui est resté, chez les humains également. Et donc Néandertal avait des organes reproducteurs plus petits, moins «efficaces» entre guillemets, comme le gorille, parce qu'il n'avait pas besoin. Il y avait pas les femmes de Néandertal ne partouzaient pas. Excusez-moi, hein, je parle un peu crûment, mais bon, c'est une bonne image, je trouve. Et il y avait sans doute des mâles dominants, des couples fidèles. Et chez Homo sapiens, bah, c'était pas le cas. Il y avait plus de compétition sexuelle. Et donc voilà. Donc ça, on sait, hein, je rigole un peu, mais on sait aujourd'hui par les tests génétiques et l'ADN que Néandertal avait des moindres capacités reproductives. C'était aussi peut-être par un peu trop de consanguinité ou autre, mais ça, c'est un des points clés de la perte de il y avait beaucoup aussi d'hommes, néandertaliens, qui n'étaient pas fertiles. Donc en fait, quand Homo sapiens est arrivé, il s'est sans doute reproduit avec plutôt des femelles néandertaliennes. Peut-être quelques mâles, néandertaliens se sont reproduits avec des femelles, Homo sapiens, bon, mais c'est plutôt l'inverse. Et ça, cette compétition spermatique, sélection naturelle, est vraiment quelque chose de scientifique, hein. Je ça ça peut faire rire, mais en fait, oui, prenez le cas du gorille, hein, tous ceux qui s'inquiètent de la taille de leurs testicules ou de leur pénis, regardez celui du gorille, hein, il est tout petit, c'est minuscule. Et pourquoi? Bah, simplement parce qu'il a pas de compétition. Un mâle gorille domine sur son harem de manière parfaite. Aucun autre mâle oserait venir le défier. Il se ferait éclater la gueule tout de suite. Bah, c'était un peu le cas chez Néandertal, qui était quand même très costaud, très trapu. Il devait éviter les combats singuliers entre eux, réserve d'énergie. Et donc, il a mis son énergie plus dans son cerveau, parce qu'il a un cerveau de très grande taille. Le cerveau, c'est ce qui consomme le plus d'énergie, hein, chez l'humain, pour pouvoir appréhender la chasse, etc. Et voilà. Donc en fait, il a mis de l'énergie ailleurs que dans les testicules. Homo sapiens a préféré mettre plus d'énergie dans les testicules, bon, dans le cerveau aussi, hein, parce que très grande compétition sexuelle. Les femmes s'accouplent avec plusieurs mâles. Donc là, bah, pour garantir sa descendance, il faut un sexe de plus grande taille, tout simplement, c'est mécanique. Autre point également, c'est chez Homo sapiens, la taille du cerveau continue à grandir après la naissance et le cerveau est déjà grand chez le bébé. Donc en fait, il faut un bassin plus large. Alors c'est peut-être aussi à cause de ça que la taille du sexe s'est adaptée à la femme, hein, à l'évolution de la femme pour mettre au monde des enfants à grosse tête. Bon, voilà un petit peu pour cet aparté qui est intéressante. Je pense que vous n'avez pas entendu ça ailleurs que sur ma chaîne. C'est pour ça vraiment que je vous invite par ailleurs, si vous voulez, à faire un petit peu d'archéologie sur ma chaîne parce que vous avez ici, là, je vous montre un petit peu ma chaîne. Vous avez énormément de vidéos si vous allez un petit peu en bas pour pouvoir, comment dire, alors je me mets transparent, voilà, pour pouvoir, comment dire, voir, tout ce travail que j'ai fourni depuis des années. Par exemple, sur,
La vidéo dont je parle avec, sur les hommes des forêts et cetera, elle est, un peu loin maintenant, hein, mais, vous avez beaucoup, beaucoup de vidéos, alors c'est chez moi, c'est très variable, hein. Je peux avoir peu de vues, je peux avoir beaucoup de vues, ça va dépendre un peu des sujets. Voilà ici, hein, l'homme, des forêts, et cetera. Par exemple, hein, vous en avez une un peu plus loin sur la qualité, justement des organes reproducteurs chez les hommes. Voilà, mais je vous invite vraiment à faire un petit peu d'archéologie, sur ma chaîne. Il y a vraiment beaucoup, 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 de choses très intéressantes et liées toujours avec les vidéos, dont je parle. Voilà. Voilà, petite, point, publicitaire, mais c'est vrai que bon, j'aborde beaucoup de sujets et donc n'hésitez pas à faire un peu de recherche. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu alors pour conclure, Néandertal a été grand remplacé par Homo sapiens, là vraiment il a disparu, mais également parce qu'il ne faisait plus d'enfants. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, hein? C'est un peu le cas en Europe aujourd'hui. Si une population ne fait plus d'enfants ou qu'elle est moins fertile, elle a un organe reproducteur plus petit que ses compétiteurs qui viennent, et ben, elle va disparaître. Sauf à utiliser notre force physique et aujourd'hui notre force militaire et autres pour ne pas avoir de compétiteurs, sexuels. Voilà. Réfléchissez, à tout ça, c'est un sujet intéressant. Maintenant, je vais retourner un petit peu dans ma conclusion. En introduction, je vous ai parlé, en fait, j'ai répondu au ministre des Armées, qu'il fallait devenir souverain, et j'ai répondu ensuite, je crois, à oui, Laurent Ozon, sur le fait que les Américains sont un peuple encore libre, on va dire, hein, tout simplement. Et là, je vais vous, reparler d'un sujet important, qui était sans doute aussi celui de Néandertal, qui devait aimer sa liberté. Il devait vivre dans une société pas très hiérarchique, hormis les mâles dominants ou choses comme ça, parce que les femmes, pardon, parce que c'est un homme, hein, quand même, après tout, les femmes avaient, à peu près la même, stature que l'homme, il y avait sans doute une très grande égalité, elle allait à la chasse, on le sait maintenant. Alors tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'en fait, la démocratie idéale telle qu'on la vit, nous, chez les Européens, nous Européens, nous avons une culture particulière, celle de l'amour de l'individualisme, hein. Nous sommes des êtres collectifs comme tous les Homo sapiens, mais nous avons gardé ce côté individualiste peut-être de Néandertal. Et moi je pense que Néandertal était des clans très individualistes, d'abord assez éclatés géographiquement, libres et qui n'avaient pas de hiérarchie très forte établie. C'était des individus, je pense, libres et armés. Là, dans la conclusion, je vais vous reparler un petit peu, de l'individu libre et armé. Parce que les Américains, dont on parlait dans le début, ont fui cette Europe féodale, gauchiste, cette Europe de cette social-démocratie de la surveillance, ce capitalisme de surveillance, hein. Alors bien évidemment, aux États-Unis, il existe aussi sous d'autres formes, mais en tout cas, le gouvernement actuel avec, J.D. Vance, Trump, Kennedy et cetera, reviennent aux sources de la création de leur pays, c'est-à-dire des individus libres, armés, qui veulent vivre librement comme feu Néandertal, notre lointain ancêtre, pour nous les Européens. Alors là, je vais reprendre de pareil, vous allez voir dans la chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ce sujet. Comme décrit, le disait Montesquieu, hein, il décrivait les Nordiques, hein, parce que pour moi, moi j'ai une thèse, hein, qui est assez simple, c'est qu'en fait, l'individu libre vient plutôt du nord de l'Europe, et le sud, c'est déjà un petit peu les systèmes totalitaires, hein, dont j'inclus le christianisme, hein, dans le système totalitaire, ou les empires, hein, Rome, hein, tout simplement, qui est pour moi déjà des empires, d'homo sapiens, africains. Moi, je suis plus sur le nordique néandertalien libre, cet individu libre et armé, qui vivait hors empire. Toujours est-il, comme disait Montesquieu, hem, hem, il est important de comprendre qu'il y a eu en Europe 2 sursauts de ces hommes libres. Alors déjà, tout a commencé avec le syndrome du vase de Soissons, c'est-à-dire en fait quand les Francs sont rentrés dans l'empire, romain. Ils se sont convertis au christianisme, ils sont rentrés dans l'empire romain, l'assemblée d'Utine, les hommes libres, le partage des butins et cetera, a commencé à cesser petit à petit. Alors c'est pas les Francs, hein, c'est les Capétiens qui ont vraiment fait le bousculement plus tard, mais ça a commencé. Le vase de Soissons, c'est exactement ça, c'est-à-dire en fait
les soldats francs ne veulent pas partager avec l'Église. Il n'y a pas de raison. Ils n'ont pas participé à la guerre. Et Clovis va rien dire, et cetera, et se souvenir du soldat, enfin, du chef de guerre, parce que c'est un soldat qui a protesté, et il va le tuer plus tard, et cetera. Bon, voilà l'histoire. Parce que Clovis rentre dans l'Empire. Et quand vous rentrez dans l'Empire, eh bien, vous adoptez les règles de l'Empire, c'est-à-dire, en fait, un système autoritaire féodal, cette société du capitalisme de surveillance, dans lequel vous retirez les armes aux individus libres, aux producteurs, et vous les donnez aux gendarmes, aux gens armes, et aux gens qui ont des armes. Et ces gens-là travaillent pour vous, ils vous obéissent, hein, parce que vous les payez, tout simplement. Donc, dans l'esprit des lois, on peut lire: en Europe, nous ne connaissons depuis l'établissement des colonies grecques et phéniciennes que quatre grands changements. Le premier causé par les conquêtes des Romains, le second par les inondations des barbares qui détruisirent ces mêmes Romains, le troisième par la victoire de Charlemagne, et le dernier par les invasions des Normands. Et si l'on examine bien ceci, on trouvera dans ces changements même une force générale répandue dans toutes les parties de l'Europe. Ouais, donc ça, c'est Montesquieu, hein. D'après cet extrait qui prolonge une perspective déjà présente dans la réflexion sur la monarchie universelle, donc là, je cite un auteur, hein, qui s'appelle Gilduin Davy. D'après cet extrait qui prolonge une perspective déjà présente dans la réflexion sur la monarchie universelle, les invasions normandes du 19e, 10e siècle, hein, ce qu'on appelle les Vikings, hein, constituèrent l'ultime étape d'un processus inhérent à l'histoire de la première Europe. De prime abord, les Normands, les derniers conquérants, illustrèrent la thèse de l'irréalisme des empires occidentaux tout en achevant une première phase de l'histoire européenne. Un dénominateur commun de l'œuvre du baron de la Brède serait donc de faire apparaître ces invasions non plus comme un accident tragique de l'histoire ou comme l'accomplissement d'un plan providentiel, comme les représentaient les historiographies médiévales et classiques, mais comme intégrés à une dynamique globale. Dans ses considérations sur les causes de la grandeur des Romains, on peut lire en effet, je ouvre les guillemets, les violences des Romains avaient fait retirer les peuples du Midi au nord, tandis que les forces qui les contenaient subsista. Ils y restèrent quand elles furent affaiblies, ils s'y répandirent en toutes parts. Rome fut affaiblie, hein. La même chose arriva quelques siècles après les conquêtes de Charlemagne, et ces tyrannies avaient une seconde fois fait reculer les peuples du Midi au nord. Sitôt que ces empires furent affaiblis, ils se reportèrent une seconde fois du nord au Midi. Donc ça, c'est les Normands, Vikings, etc. Dans l'esprit des lois, le passage de l'allodialité à la féodalité. L'allodialité, c'est le système des hommes libres, armés. La féodalité, c'est ce que je disais en introduction, c'est le début de la mise en esclavage. Explique comment les Francs ont rompu avec l'héritage de leurs ancêtres, nos pères, les Germains, guerriers paysans, épris de la liberté que l'aridité de la terre et les rigueurs de leur climat avaient jadis élevé moralement. L'homme de Néandertal a vécu dans des climats extrêmement rudes et il devait être moralement très élevé, j'en suis convaincu. Il revient aux Normands de raviver cet héritage. En définitive, les écrits de Montesquieu appuient l'idée de la répartition au cœur de l'Occident carolingien d'un modèle d'État primitif, mythique ou idéalisé, a pu limiter la décadence qui s'en était emparée. Bon, voilà, je termine là-dessus. Eh bien, les Américains sont cet esprit-là. D'accord? Ils ont quitté l'Europe parce qu'elle était déjà trop corrompue à leurs yeux. N'ont pas voulu être grand remplacés culturellement par l'Europe du Sud, c'est-à-dire par l'Empire. Et aujourd'hui, nous, Français, nous devons redevenir une troisième voie comme De Gaulle l'avait fait, c'est-à-dire ni américain, parce qu'on ne peut pas être américain, nous sommes européens, ni russes, ni turcs, ni israéliens, ni chinois. Nous sommes français. Nous avons la dissuasion nucléaire. La France est un pays fantastique parce que c'est le mariage de ces cultures individuelles du Nord et des cultures de l'Empire du Sud romaine. Les Gallo-Romains, par exemple, hein, c'est incroyable. Plus tout ce mixte, ce mélange, plus un petit peu d'Afrique, bien évidemment, crée cette riche culture française. Et nous avons le devoir de redevenir indépendants, de redevenir la troisième voie pour ouvrir
une perspective nouvelle au monde, c'est-à-dire ni russe ni américain, contre ces empires, contre l'impérialisme. Nous avons l'arme nucléaire, qui s'y touche, s'y pique, hein, ça c'est la devise des Écossais, mais les Écossais et les Français sont liés d'un grand amour, historique et culturel et génétique. Donc en fait, la France peut se dégager de l'Union européenne, de l'OTAN bien évidemment, de l'euro à discuter parce que c'est une monnaie assez forte. Recréons une Europe des nations, je vous dis à 3, ça suffit pour l'instant, la France, l'Allemagne, l'Italie. Nous deviendrons une superpuissance, la première superpuissance mondiale, sous l'égide de la France, hein. La France doit être le leader parce que nous sommes un peuple politique. Les Français sont des êtres politiques, des animaux politiques. Et cette troisième voie, c'est la souveraineté de ces nations, l'indépendance face aux grands empires. Nous ne voulons pas redevenir un empire. Il faut aussi reparler avec l'Afrique du Nord. Ce sont nos partenaires privilégiés en géopolitique. Ce sont nos voisins. On s'en fout des Lituaniens. Les Russes peuvent les envahir. Touche pas aux Polonais, par contre, bien évidemment. Mais le reste, on s'en moque. Les petits pays baltes, bon, bah, c'est triste, mais bon, ils vont se faire absorber par la Russie, c'est une certitude. Ça ne nous concerne pas. Nous, il faut chasser les Russes d'Algérie, d'Afrique, parce que c'est notre terrain. C'est chez nous. C'est nos proches voisins. Voilà, mes amis, un petit peu. Non, je remets tout ça en perspective politique, parce que tout est politique dans la vie. Voilà. Excellent dimanche. À bon entendeur. Salut.